Cette année, c'est l'année du dragon. Alors non, c'est l'année du serpent. Bon, ben on va parler de serpent alors. Les serpents, de nom scientifique Serpentes, forment un sous-ordre de squamates carnivores au corps très allongé et dépourvu de membres apparents. Il s'agit plus précisément de vertèbres amniotes caractérisées par un tégument recouvert d'écailles imbriquées les unes sur les autres. Non, en fait, c'est n'importe quoi, je vais pas faire une vidéo sur les serpents. Quoi, c'est pas assez intéressant les serpents? Sans doute, mais c'est pas le sujet, on avait annoncé des vidéos sur les dragons cette année. Alors on fait quoi? Ben vas-y, relance la vidéo. Ce 29 janvier s'est terminé l'année du dragon de bois, donc on va parler de dragon. Bien rattrapé. Merci. Et en plus, on va quand même parler de serpent. Vous allez voir. Alors, les dragons, vous vous en doutez, c'est un sujet très vaste. Dans le monde, il n'y a pas un continent, un pays, une région, une communauté, un département, une province, qui n'a pas une légende sur les dragons. Je suis même sûr que dans votre patelin, aussi petit soit-il, il y a un mythe autour d'une de ces bestioles. Donc, autant vous dire que cette vidéo, ce sera pas la seule sur le sujet. Non, parce qu'on dit dragon, mais ça englobe un paquet de bestioles en fait. Et elles ont pas toutes des ailes ou crachent du feu. Prenez par exemple l'hydre de Lerne. Bah c'est techniquement un dragon. Un dragon polycéphale qui crache des vapeurs toxiques, mais un dragon tout de même. De même pour le Léviathan, qui est un dragon des mers. Et j'en profite pour couper court tout de suite à une idée reçue parce que je suis sûr qu'on va me le faire remarquer dans les commentaires. La vouivre, ce machin là, une bonne fois pour toutes, c'est un dragon. De la race des vouivres, mais de l'ordre des dragons. Contrairement à ce truc qui est un dragon, de la race des dragons, mais toujours de l'ordre des dragons. Sauf en Italie. En Italie, c'est un serpent qui bouffe des enfants. Alors ils sont fous ces Romains. Tant qu'on y est, je vais parler vite fait des différents types de dragons, comme ça, ce sera fait. Prenez un dragon... dragon, ça a 4 pattes et une paire d'ailes. Enlevez-lui les 2 pattes avant et vous aurez une vouivre. Enlevez-lui les pattes arrière, ça devient un amphiptère. Sans les ailes, on obtient un wyrm. Concrètement, un serpent. Si on lui rajoute les 2 pattes avant, ça donne un lindworm. 2 pattes arrière, c'est un lungdragon. J'utilise le terme anglais parce que chez nous, on a juste appelé ça un dragon asiatique. Ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est pas très recherché non plus. Et enfin, si on raccourcit le corps d'un lungdragon, on obtient un drake. C'est mignon. A noter que si on rajoute des ailes au drake, on a un dragon. Et donc, on va parler duquel? Pour cette première vidéo, d'aucun. Et un peu de tous. Ah ouais, le sujet commence vraiment nickel. Pour être plus précis, on va surtout s'attaquer aux dragons de l'Antiquité, et à un mythe en particulier. Alors, on sait pas exactement comment les dragons sont apparus dans les divers mythes et légendes, mais le plus probable reste la découverte d'ossements un peu bizarres sur le sol, qui laisserait supposer qu'il y avait une créature très grosse qui peuplait la Terre à un moment donné. En l'occurrence, la grosse créature, c'était les dinosaures. Chérie, me voilà. Mais ce n'est pas la seule théorie à ce sujet, une autre parle simplement des dangers que pouvaient rencontrer les premières civilisations. Il y a un feu de forêt? Dragon. Un type se fait empoisonner par un serpent? Dragon. Un type ne retrouve plus sa seconde chaussette? La fée des chaussettes. Mais c'est pas le sujet. Et attention, c'est pas parce que c'est un danger qu'il est forcément le mal, c'est plus une représentation des forces de la nature. Et parfois un peu le mal aussi, ce qui nous amène à notre premier dragon connu. Ou plus vite devrais-je dire, nos premiers dragons connus. Ok, là faut du contexte. Les mythes sur les dragons, ça remonte à très loin, tellement loin qu'on n'a pas de date précise sur quand ils ont été racontés pour la première fois. On a juste une fourchette de date. Et quand vous allez voir la fourchette, vous allez comprendre. Notre premier candidat s'appelle Azag et il nous vient de Mésopotamie à une période qui avoisinerait les 5000 ans, avant notre ère. Et notez bien sa gueule parce qu'encore une fois, ça ressemble pas tellement à ce qu'on connaît. D'ailleurs, il est le plus souvent répertorié comme un démon. Alors oui, sauf que le terme démon, il vient du grec ancien, soit un mot qui a été inventé 2000 ans plus tard. Donc que ce soit dragon ou démon, il y a peu de chances que ce soit sa dénomination exacte. En revanche, sa légende a des similitudes avec celle d'autres dragons. Et notre Azak, hormis ses ailes, il n'a pas vraiment les caractéristiques de ses homologues modernes. Déjà, cracher du feu, vous oubliez, même s'il était capable de faire bouillir les poissons dans les rivières.
et il détruisait les villes, ce qui lui a valu d'attirer les foudres de Ninurta. Bonne blague. Alors pour ceux qui seraient passés à côté de la vanne, Ninurta c'est le dieu des orages. Orage, la foudre, le champ lexical, tout ça. Et Ninurta, il va défoncer le dragon à l'aide de sa grosse masse divine. Chahur. Pour une fois qu'un dieu de la foudre est compétent avec son arme, ça nous change de l'autre barbu. Et c'est une fin de légende pour Azag. Et le deuxième premier dragon? Oui, l'autre dragon primordial trouverait son origine, et c'est là qu'il y a un flou entre 4000 ans avant notre ère et 6000 ans avant notre ère. J'avais dit que la fourchette était fameuse. Et il a un nom, le machin? Oui, mais je vais pas le dire. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas la moindre once d'idée de comment on peut le prononcer. Mais ça va, ça doit pas être si difficile que ça. Ok, t'es conscient que le truc a des chiffres dans son nom. Voilà, je vais vous afficher le nom et croyez-moi bien, je n'ai rien changé à l'orthographe. Alors vous faites comme vous voulez, et moi je l'appelle Norbert. Norbert, il vient des mythes proto-indo-européens. Comprenez par là ceux qui étaient là avant ceux que l'on connaît de l'Antiquité, que ce soit européens ou asiatiques. Et vous allez voir à quel point ce dragon ou Azak ont influencé le reste des mythes. Notre dragon, déjà, il est polycéphale, avec 3 têtes et 2 passions dans la vie, cramer le bétail et kidnapper des jeunes demoiselles. Ce qui fait qu'il est sans doute à l'origine de toutes ces légendes moyenâgeuses où un preux chevalier va sauver une jeune demoiselle d'un dragon dans la plus Haute salle de la plus haute tour. Et comme on ne peut laisser un Norbert faire ce qu'il veut aux pauvres citoyens, on va le mettre face à un héros, Trito qui s'appelle. Astérisque Trito. Le type, c'est un peu le héros originel qui inspirera tous les autres. Par contre, il n'est pas encore divin. S'il est le héros de sa légende, c'est parce que c'est son bétail qu'on a cramé. Et je vais vous faire remarquer qu'on est passé à ça, que ce soit sa femme qui se fasse capturer. Donc il y va avec rien, comme ça, YOLO. Et il se prend une rouste monumentale. Tu parles d'un héros? Sauf que tel Rocky face à Apollo, il va avoir sa revanche et ce coup-ci, il ne sera pas tout seul. Déjà, il sera dopé par une potion, donc directement de la triche, et il sera aidé par ce type. Voilà, pareil, vous l'appelez comme vous voulez. Ce dieu, que l'on appelle aussi Seigneur des Chaînes, ce qui est quand même vachement plus simple à dire, est en réalité le dieu, alors au choix des pluies, de l'orage ou de la foudre. Et le rapport avec les chaînes, c'est que les chaînes attirent la foudre. Bon, déjà, on peut voir qu'entre Azak et Norbert, il y a des connexions qui se font. Les deux foutent le bordel et se retrouvent face à une divinité électrique. Notons que dans certains mythes d'Azak, il retient l'eau en la gelant, ce que fait aussi Norbert. Mais là où vous allez voir qu'en mythologie, rien ne se crée, rien ne se perd, c'est que le dieu des chaînes, il a une arme. Pareil, je vais pas essayer de dire son nom, mais c'est un terme qui peut se traduire de 2 façons. Foudre et marteau. Ça vous dépasse totalement. Et maintenant qu'on en a fini avec ces dragons des temps anciens, on va pouvoir voir comment ils ont été repris dans les différents mythes. Et on va commencer par les Grecs qui s'en sont donnés à cœur joie. Et on va passer très vite sur les mythes grecs parce que soit on en a déjà parlé, soit on en reparlera un jour. Dans un premier temps, on peut déjà nommer notre barbu lanceur d'éclairs du coin contre l'engeance de cauchemar envoyée par sa mère, Typhon. Et là, vous vous dites sans doute, mais Typhon, il ressemble pas à un dragon, hey. Quand on vous a dit que les dragons ça rassemblait plein de trucs. D'ailleurs, on y retrouve le côté polycéphale, la paire d'ailes dans le dos, le corps de reptile, et on le surnommait le cracheur de feu. Ça commence à faire beaucoup là, mais c'est pas le seul mythe qui s'en inspire. Et pour ça, on va devoir faire un petit tour du côté de l'Apollo du show qui n'a pas un gramme de graisse quand ses pectoraux se compressent, Héraclès. Et ce qu'il y a de bien avec Héraclès, c'est qu'il n'a pas transposé le mythe en une, mais en 2 histoires. Au plus vite, 2 travaux. J'en ai parlé en intro, mais le grand monstre avec plein de têtes, qu'on en coupe une, il y en a 2 qui repoussent, c'est un dragon que n'affronte certes pas un dieu de la foudre, mais son fils à l'aide d'un gourdin, à l'image de Ninurta. Mais vous pouvez remarquer qu'il manque un élément du mythe de Norbert, celui de piquer le bétail, et ce rôle-là sera donné à l'intervenant du 10e travail, Gérion. Pour ceux qui connaissent la bête, non, ce n'est pas du tout un dragon, et pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est un géant à 3 têtes, comme Norbert, et il garde du bétail. Oui, dans cette version, c'est le héros qui vient piquer le bétail, mais que voulez-vous, Héraclès, c'est pas le gentil que l'on pense. Mais notons aussi que dans sa tâche, il sera aidé par un dieu. Pas celui de la foudre, mais celui du soleil. Et chose assez amusante, quand Dante écrira sa comédie, il fera de Gérion une wyverne, histoire de boucler son lien avec les dragons. Et il reste encore un dieu grec qui va affronter un dragon, mais pour ça je dois vous demander, êtes-vous familier avec l'oracle de Delphes? Normalement, si on parle de Delphes, il y a 2 choses qui devraient vous venir en tête. Apollon qui a son temple, et la Pythie qui servait d'oracle dans le même temple. Sauf que l'oracle, il n'a pas toujours été une femme,
Et il n'a pas toujours été d'Apollon. À la base, l'oracle de Delphes, il était présidé par un dragon, qui répondait au nom de Python, grand danseur de Java. Ça va, la blague c'était ça où je parlais de poney. Mais voilà, Apollon et Python, c'est pas l'amour fou. Notamment parce que Python a été envoyé par Héra pour empêcher Leto d'accoucher des divins jumeaux, résultat de la dernière tromperie de son mari. Et donc c'est pour que sa mère soit tranquille que le dieu des docteurs lui a fait goûter à sa propre médecine. Ouais, j'aime les jeux de mots. On peut aussi noter que Python est une dracaïna. Bon, je vous la fais courte. Chez les Grecs, il y a deux types de dragons. Les dragons, mâles, et les dracaïnas, femelles. D'ailleurs, on parlait de Typhon tout à l'heure. Eh bien, Échidna, sa compagne, c'est une dracaïna. Pareil pour Lamia. Oui, la meuf à moitié serpent, elle fait aussi partie de l'ordre des dragons. Tout comme les Nagash et les Hindous d'ailleurs. C'est chou vert et vert chou. Et pour ce qui est des dragons mâles, histoire de bien faire le tour, ils ont aussi quelques représentants qui ont des caractéristiques fort proches de nos cracheurs de feu, celle de garder un trésor. Les dragons convoient que l'or. Dans un premier temps, on retrouve un nouveau travail de notre cher Héraclès. Les pommes d'or du jardin des Hespérides qui sont gardées par Ladon, un autre dragon qui est soit fils d'Échidna ou de Ceto, qui est au passage une autre dracaïna. Un dragon qui sera, au choix des mythes, tué ou pas par notre travailleur. Et dans la version où il est tué, le lendemain, Jason et ses argonautes vont justement passer par là. Ce qui me permet de faire une transition géniale vers le prochain dragon, celui de Colchide. Il n'a pas de nom, mais lui il était gardien de la Toison d'Or. Petit détour et voyage dans le temps pour atterrir chez nos amis les Vikings qui eux possèdent une version du mythe Dragon versus Foudre. Alors, évidemment, Foudre, c'est Thor, et pour ce qui est du dragon, c'est Jormungandr. Ouais, enfin, sauf que lui, c'est un serpent. Peut-être, mais encore une fois, en mythologie, les serpents sont une race de dragons. Et il y a 3 mythes autour du duo dieu-dragon, le premier étant un des défis d'Urgarda Loki le géant. On avait déjà parlé d'une des versions du mythe dans la vidéo sur Thor. Urgarda Loki, il a changé le serpent en chat et mis au défi Thor de le soulever, ce qu'il a réussi à faire. Le second étant bien entendu le Ragnarok, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et la troisième, c'est le jour où Thor a posé sa pêche. Le jour où Thor est parti à la pêche. Ah. Un jour, Thor a décidé d'aller pêcher avec le géant Ymir, utilisant une tête de bœuf comme appât. Ce qui fait que d'un côté, c'est vachement badass, et de l'autre, ça permet d'avoir la thématique du bétail. Sauf que la tête de bœuf, c'est moyen pratique pour attraper du cabillaud. Et à la place, le dieu attira le serpent monde qui délaissa son poste pour venir bouffer l'appât. Petite parenthèse sur qui est Jormungandr? Pourquoi pas, mais rapide alors. Jormungandr, c'est l'un des 3 enfants de Loki, avec Fenrir le loup et elle, souveraine des enfers. Et quand Odin a vu le trio, il a décidé que Asgard, c'était pas un coin pour eux, et a balancé le serpent sur Midgard. On appréciera le cadeau bien pourri du père de toutes choses. Et le serpent a fini par tellement grandir qu'il a encerclé le monde. Voilà, donc quand on parle de serpent, c'est pas le petit format. Et face à la créature, il y a 2 réactions. Thor qui voulait déjà se battre et Ymir qui posait sa pêche dans le fond de son pantalon. Tu veux dire sa canne à pêche? Non, non. D'ailleurs, c'est le géant qui coupera la ligne pour que Jormungandr puisse reprendre sa place. Tout ça nous amène chez les Slaves avec Vélez qui se paye le luxe d'être à la fois un dragon et un dieu. En termes de dragon, il est proche de Jormungandr, et en termes de dieu, il est plus proche d'Odin, tout en étant également le dieu du bétail, parce qu'il est toujours question de vaches avec les dragons. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Slaves, les dragons, c'est très loin d'être des lézards avec de grandes ailes qui crachent du feu. Non, ici le truc, il est mi-ours, mi-serpent, et re-mi-ours derrière. Non, là je crois qu'il faut s'arrêter. Ou ben ça va, si on peut plus faire des vannes aussi. Et comme tout bon dragon mythologique, il a un ennemi héréditaire. En l'occurrence, c'est Perun. Et là, vous n'êtes pas prêts. Perun, c'est le dieu de la foudre et du tonnerre, son animal c'est l'aigle, son arbre c'est le chêne, son jour de la semaine c'est le jeudi, et il a comme arme la hache Ukko, qu'on représente comme ça. En mythologie, rien de secret, rien ne se perd. Ouais. L'affrontement entre Vélez et Perun, il est assez simple. Dans un premier temps, Vélez vole l'eau. Oui, les dragons de l'époque, ils avaient une passion pour retenir les eaux. Perun débarque alors avec sa hache et ses éclairs pour terrasser la bête, et une fois le monstre à terre, toute l'eau qu'il avait récupérée tombait du ciel pour revigorer le sol. Ce qui correspondait à la sécheresse pour le vol d'eau, aux violents orages pour la bataille divine, et à la pluie qui s'ensuivait pour montrer que le dieu avait gagné. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'Europe, on va partir en Asie, en s'arrêtant en Turquie, qui était à l'époque le territoire des Hittites. Les Hittites, on n'en parle pas souvent, pourtant c'était l'un des peuples les plus puissants de cette période, avant de se faire botter les fesses par les Assyriens. Et chez les Hittites, comme partout, on a un dragon, Illuyanka.
Et ce dragon, comme dans beaucoup d'endroits, c'est un serpent de mer. Et vu qu'un dragon ça ne va pas sans un dieu au tempérament électrique, ici c'est Taurna qui est le dieu de l'orage et dans un sens plus large, dieu de la météo. Le mythe de leur rencontre, il existe, comme c'est étonnant, deux versions. Et croyez-moi, c'est pas le dieu le plus reluisant dans cette affaire. Le début des deux histoires, il est sensiblement pareil. Affrontement entre le dragon et le dieu père. Sans équivoque. Le gars est nul, mais nul. Dans la première version, il va se faire aider par Inara, sa fille et déesse des animaux sauvages, qui va faire boire le dragon, jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre, histoire de l'attacher pour que son paternel vienne tuer le dragon maintenant qu'il est immobile. Voilà, encore un héros comme on les aime. Et si vous vous dites que là, c'est déjà un peu moyen, attendez de voir la version psychopathe. Vous connaissez l'histoire de la fille qui rencontre un type à l'enterrement de sa mère, et 2 semaines plus tard, c'est son père qui meurt? On est sur ce niveau de psychopathe. Bon, le début, on l'a déjà dit. Combat, défaite du dieu, sauf que le dragon décide pour sa victoire de s'offrir un petit repas composé des yeux et du cœur divin. Ça n'empêchera pas le dieu de survivre et de préparer sa vengeance machiavélique. Vous êtes prêts? Le dieu va épouser une fille avec qui il aura un fils, Saruma, rien à voir avec le type du Seigneur des Anneaux. Ce fils va épouser la fille qu'Ilyanka aura eue entre-temps, et Tarhuna va demander comme cadeau de mariage à ce qu'on lui rende ses yeux et son cœur. Je sais pas à quel niveau de psychopathe il faut pour commencer à voir le début de l'esquisse de ce plan. Et encore, là vous avez pas la fin de l'histoire. Parce que oui, il y a la fin de l'histoire. Après avoir récupéré ses attributs parce qu'Ilyanka lui a tout rendu, notre dieu va vouloir tuer le dragon. Sauf que son fils, se rendant compte qu'il n'a été conçu et manipulé que dans cet unique but, il va s'interposer entre les deux, demandant à ce que son père prenne sa vie à la place. Et il va le tuer. Puis il va tuer le dragon. Psychopathe donc. Bon, on va quitter nos amis Hittites pour aller voir du côté des hindous, où l'on retrouve le dragon Vritra, personnification de la sécheresse qui retenait l'eau des rivières, mais aussi son frère Vala qui lui retenait les vaches dans une grotte. Voilà, il est toujours question de bétail et de flotte. Et donc, celui qui les a terrassés, Indra, dieu de la foudre. C'est toujours le même tableau, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Tout ceci nous amène au Japon avec l'un des mythes que vous connaissez sans doute parce que tout le monde, y fait référence. Yamata no Orochi et son rival Susanoo no Mikoto. Orochi est, comme vous vous en doutez, un dragon japonais mais qui possède, à l'image de l'hydre, 8 têtes. Dans un sac. Belle ref. Mais je suis sûr que personne ne l'a. Et sa forme de dragon, elle est d'ailleurs assez récente. Avant ça, c'était juste un serpent à 8 têtes. Donc, un wyrm. Et le bestiau, il est reconnu comme étant grand. Très grand. Pour dire, il couvrait 8 montagnes et les 8 vallées qui allaient avec. Et dans ces vallées, il était même vénéré, au choix comme divinité des montagnes ou de l'eau. En face, nous avons Susanoo no Mikoto, le frère d'Amaterasu, déesse du soleil, et de Tsukiyomi, dieu de la lune. Et donc, dieu des tempêtes. Mais aussi dieu des mers. Je précise parce qu'il fait un caca nerveux au sujet de son territoire. Tiens, comme Poséidon chez les Grecs. En mythologie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se plagie. Du coup, il va se plaindre chez sa sœur et il lui propose un défi pour gagner le ciel. Défi qu'il va remporter et à partir de là, il devient... T'es sale con! Ouais, je crois que je pourrais pas le dire mieux. Et vas-y que je te saccage des rizières, que je te balance de la merde partout et que j'écorche un poulain avant de le foutre dans la maison de ma sœur. Curieusement, après ça, il s'est fait bannir du ciel. Qui l'eût cru? Et c'est donc durant cet exil qu'il va tomber sur la ferme d'un couple et de leur fille unique depuis qu'un dragon a bouffé ses 7 sœurs. Susanoo, bon prince, il va se décider à tuer la créature. De toute façon, il a rien de mieux à faire. Il fait donc construire une énorme palissade avec 8 portes, une par tête, place un tonneau de saké devant chacune d'entre elles et attend patiemment l'arrivée du dragon qui voulait se repaître la petite dernière, qui elle a été changée en peigne par le dieu. La mythologie japonaise, parfois, faut pas aller chercher plus loin. Donc le dragon qui sent le piège passe une de ses têtes avant de sortir le saké qu'il boit de ses 7 autres, avant de sortir le sapin lorsque Susanoo coupe la tête censée monter la garde. Petit à petit, les têtes tombent jusqu'à la mort du dragon octocéphale complètement bourré. Visiblement, Susanoo il était très pote avec Taurna. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans sa queue, Orochi avait une épée. L'épée nuage sourcilleuse du ciel. C'est ça aussi la mythologie asiatique. Des noms qui ne veulent rien dire, mais qui pètent quand même la classe. L'épée sera alors offerte à Amaterasu en guise de pardon et deviendra l'un des 3 trésors sacrés du Japon. Et voilà ce qui conclut notre introduction sur les dragons. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin, parce que des mythes sur un dragon et un dieu de la foudre, il y en a tellement que ça aurait pu durer 10 heures. Par exemple, on n'a pas parlé de Smeu contre Frat Frumos chez les Roumains, ou de Vishap contre Vahang chez les Assyriens. Mais bon, on peut dire que les dragons d'Antiquité, c'est plié. Pour le reste,
On verra ça la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.